Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir l'ordonnancement des processus, plus précisément quelques techniques d'ordonnancement non préemptif. Donc, dans un système multiprogrammé, il peut arriver que plusieurs processus ou threads soient prêts en même temps. Dans ce cas-là, il faut que l'ordonnanceur, qui est en fait une partie du système d'exploitation, va se charger de gérer en fait l'allocation des threads processus au processeur de l'ordinateur pour savoir lequel devrait être exécuté. La majorité des systèmes d'exploitation Linux, Unix, Windows, macOS, etc. ordonnancent les threads. Donc on n'ordonnance pas les processus qui peuvent contenir plusieurs threads noyaux comme on l'a vu dans la première partie du cours, mais on va vraiment, ces systèmes d'exploitation-là vont vraiment ordonnancer les threads. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'on peut gérer efficacement l'allocation des processeurs? Donc, pour le système, l'objectif, c'est vraiment de maximiser le taux d'utilisation des processeurs. On ne veut pas qu'un processeur reste inutilisé et perdre du temps. Il faut éviter la famine aussi, donc longue attente de temps CPU. Il faut maximiser la capacité de traitement, donc le nombre de processus exécutés par unité de temps. Il faut minimiser le nombre et la durée des changements de contexte. On va voir en fait comment on va faire des diagrammes pour montrer les changements de contexte dans les exemples que je vais vous montrer. Il faut répartir équitablement la charge entre les différents processeurs. Il faut respecter les échéances des tâches en temps réel. En fait, étant donné toute la situation qui se passe en ce moment avec l'isolement, on ne va pas parler, dans le fond, la matière du temps réel ne sera pas à l'examen. Par contre, à la fin de ces diapositives-là, vous pouvez regarder là si vous êtes intéressé sur les systèmes en temps réel. Donc, pour les utilisateurs, c'est minimiser les temps de réponse et de séjour des processus. Donc, les critères d'évaluation. On va regarder le taux d'utilisation d'un processeur, la capacité de traitement d'un processeur, le taux de séjour d'un processus, le temps de réponse d'un processus et le temps d'attente d'un processus. OK, quelques questions clés pour bien comprendre la matière. Quels sont les critères de sélection des processus à exécuter? On va voir le premier arrivé, premier servi, un peu FIFO, dans le fond, c'est exactement ça. On va voir un exemple. Puis le plus prioritaire d'abord. On va voir en fait comment est-ce qu'on peut gérer des propriétés statiques ou dynamiques. On va faire un exemple tantôt. Donc aussi, quel est le temps d'allocation du processeur au processus sélectionné? Donc allocation jusqu'à la terminaison, le blocage, libération volontaire ou l'arrivée d'un processus plus prioritaire. Qu'est-ce qui va faire en sorte que qu'on va devoir gérer si un processus prioritaire revient d'entrée-sortie, est-ce qu'on va l'exécuter tout de suite? Donc, est-ce qu'on va avoir un ordonnancement préemptif ou non préemptif? Je vous rappelle que dans cette capsule, on va seulement regarder non préemptif. Le temps d'allocation limité, fixe ou variable. Aussi, l'exécution d'un processus est une séquence alternée de calcul CPU, donc rafale CPU, et d'attente d'événements, entrée-sortie, les sémaphores, etc. Un processus est dit, et ça c'est important pour le vocabulaire, CPU bound, s'il réalise beaucoup de calculs et peu d'entrées-sorties. Donc si tout ce qu'il fait c'est des calculs. IO bound, ça c'est si on utilise peu de calculs et beaucoup d'entrées-sorties. Donc les IO bound, les processus IO bound passent beaucoup de temps à attendre des entrées-sorties. C'est ça, ils ont généralement besoin du temps CPU pour faire des traitements très courts. Puis le CPU bound, ça utilise vraiment beaucoup le CPU, donc on tombe rarement en entrée-sortie si on veut, puis on passe vraiment juste du temps à faire du calcul. Donc, comment déterminer la classe d'un processus, savoir si IO bound ou CPU bound, et comment favoriser les processus IO bound, vu qu'ils n'utilisent pas beaucoup le CPU. Donc, aussi, comment gérer la répartition des processus prêts sur les différents processeurs, si le système d'exploitation gère plusieurs processeurs? Est-il préférable d'utiliser une seule file d'attente ou une file d'attente par processeur? Comment gérer le problème de copies multiples dans les caches des processeurs? S'il y a des processus qui partagent des données, est-ce qu'elles sont affectées aux processeurs différents?
Ça, c'est vraiment de la matière d'un autre cours, là, ce qu'on est en train de voir comme question en ce moment, le cours INF 8601, qui va permettre, en fait, c'est sur les systèmes parallèles. Comment répartir équitablement la charge entre les différents processeurs dans le cas où chaque processeur a sa propre file d'attente. Donc, recherche en cours d'algorithmes de répartition plus efficace. Donc, ça, c'est vraiment juste pour les intéressés. Maintenant, on va tomber dans le cœur du sujet, qui est politique d'ordonnancement. Donc, on distingue deux classes de politique d'ordonnancement. Il y a les ordonnancements non préemptifs et ordonnancements préemptifs. Qu'est-ce que ça veut dire préemptif, non préemptif? C'est un ordonnancement non préemptif. Il n'y a pas, si un processus tombe, supposons en entrée-sortie et revient, il ne va pas voler la place d'un autre processus qui est en train de s'exécuter. Chaque processus va attendre la fin du processus en cours avant de pouvoir s'exécuter. Ordonnancement préemptif, ça veut dire qu'un processus qui revient d'entrée-sortie ou qui débloque peut voler la place dans le processeur d'un autre du processus du thread en fait qui est en train de s'exécuter. Donc, d'une manière générale, un ordonnanceur non préemptif est appelé lorsque le processus en cours d'exécution se bloque, donc en attente d'entrée-sortie, d'un sémaphore, de fin de fils, etc., ou le processus en cours a terminé son exécution ou celle de processeur. Un ordonnancement préemptif est appelé lorsque le processus en cours d'exécution se bloque en attente d'entrée-sortie. Le processus en cours a terminé son exécution. L'état du processus en cours bascule vers l'état prêt. Donc, dans le fond, si un processus redevient prêt, il va pouvoir, dans un ordonnanceur préemptif, voler la place d'un autre processus. Et c'est ça. Donc, on va regarder ici, c'est vraiment plus visuel de voir c'est quoi préemptif versus non préemptif. ISR, pour ceux qui se rappellent ceux qui se rappellent pas de projet 1, c'est Interrupt Service Routine. Donc, dans un système non préemptif, on a une tâche qui est en train de s'exécuter, comme on voit juste ici. Donc, on a une routine qui s'exécute, puis on va attendre justement la fin de cette tâche-là qui est en train de s'exécuter avant d'exécuter celle qui a été débloquée, si on veut. Par contre, avec un ordonnancement préemptif, on a une tâche qui est en train de s'exécuter dans le processeur. On a la routine qui dit, bon, OK, on a une tâche prête. La tâche qui a une tâche de haute priorité va s'exécuter tout de suite, donc va voler la place. On voit ici qu'il y a un trou. La tâche de haute priorité a volé la place à la tâche qui est en train de s'exécuter. Puis après ça, on va dire, OK, c'est bon, on peut revenir à la tâche parce qu'on était avant. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est la différence. Ici, même si la tâche est une plus haute priorité, dans un ordonnancement non préemptif, on attend que la tâche en cours soit terminée avant d'exécuter celle qui vient de réserver sa place, si on veut. Puis, dans un ordonnancement préemptif, la tâche de priorité va vraiment dire, bon, OK, je m'exécute tout de suite, puis après ça, on peut revenir à où est-ce qu'on était avant, à l'état initial. Non, pardon. OK, maintenant, on va voir des exemples. Quels sont pour les ordonnancements non préemptifs? Quels sont les critères de sélection des processus à exécuter? Donc, le système d'exploitation choisit le prochain processus à exécuter selon un critère. On a premier arrivé, premier servi, first come, first serve, qui est aussi appelé FIFO, on va le voir aujourd'hui. Plus prioritaire d'abord, on va aussi le voir, puis il y en a d'autres. Ce qui se passe après, c'est qu'on lui alloue le processeur jusqu'à ce que ça termine, ce bloc, ou celle de processeur à un autre. Il n'y a aucune réquisition. Donc, comme ici, on voit qu'il n'y a aucune réquisition. La tâche s'exécute normalement. Ici, on a juste une routine pour dire, ah, OK, la high priority task est dans l'état prêt. Mais on continue de s'exécuter comme si tout était bien, tout était normal. Puis après ça, on cède la place à la tâche de haute priorité. Quand il y a réquisition, je répète, vu que c'est super important, on a le service routine qui dit, bon, OK, la tâche de haute priorité est prête, on va l'exécuter tout de suite et après tu peux reprendre le processeur. OK, donc on va voir FIFO. J'ai préparé ici, je vais juste... Ça devrait pas prendre beaucoup de temps. OK. Bon, OK.
Fait que FIFO, politique FIFO. Donc, on a le processus A, B, C, D, E. On a le temps d'exécution, le temps d'arrivée. Puis vraiment, dans cette politique-là, c'est le premier arrivé, le premier servi. Donc, on voit ici, on a l'arrivée, le processus A arrive au temps 0, le processus B arrive au temps 1, le processus C arrive au temps 4, le processus D arrive au temps 6 et le processus E arrive au temps 7. Donc, vraiment, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, bon, le premier arrivé, c'est A. Donc, on voit ici, dans l'exécution, juste ici, c'est ça qu'il faut regarder en ce moment. Donc, on exécute A en premier. Après ça, on exécute B. Après ça, on exécute C, D et E, en fonction des temps d'arrivée qu'on a juste ici. Donc, maintenant, il faut calculer le temps moyen d'attente. Puis ça, c'est des calculs super importants. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va dire A est arrivé, c'est un processus qui est arrivé au temps 0. On est d'accord? On le voit ici. Initialement, le processus n'était pas occupé, donc on voit ici que A s'est exécuté tout de suite. Donc le temps d'attente de A, c'est 0. On va poursuivre maintenant avec B. Donc B, on voit B est arrivé à 1, puis c'est exécuté au temps 3, comme on voit ici. En fait, je vais mettre la flèche de l'autre côté. Puis je vous conseille fortement de faire ce genre de diagramme-là. En fait, c'est obligatoire, là, c'est votre réponse. Mais de vous mettre peut-être votre légende de temps en dessous, comme on voit ici. Donc, B arrive au temps 3. B arrive au temps 1, pardon, et s'exécute au temps 3. Donc, le temps d'attente, c'est 2. Même chose pour C. C arrive au temps 4 et s'exécute au temps 9. Donc, le temps d'attente, c'est une soustraction. En fait, ça devient 5. D arrive au temps 6 et s'exécute au temps 13. Donc, on arrive au temps, en fait, on a un temps d'attente 7, comme on voit ici. Pour E, E arrive au temps 7 et s'exécute au temps 15. On a donc le temps 8 ici. On fait tout simplement la moyenne maintenant, donc divisé par 5 et ça nous donne 4.4. Maintenant, le temps de séjour moyen. Ça aussi, c'est l'autre calcul. Comme on voit ici, le format du problème, on vous demande le temps de séjour moyen, le temps moyen d'attente qu'on vient de calculer et le nombre de changements de contexte. On en a 5 ici, étant donné qu'on a 5 processus qui s'exécutent back à back, puis qu'il n'y a pas de préemption. Donc, le temps de séjour moyen, comment ça fonctionne? Le temps de séjour, c'est combien de temps le processus reste dans une genre de file d'attente, si on veut, qui attend pour s'exécuter. Donc, on va regarder bien avec A. A arrive 0, ne fait aucune attente, on est d'accord, comme on a vu ici. Puis s'exécute ici, on voit 1, 2, 3, pendant 3 unités de temps. Donc, son temps de séjour, c'est 3, comme on voit ici. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pour les autres? Ça devient super important. On voit que B arrive à 1, on est d'accord. Donc ici, B dit « Bonjour, je suis arrivé ». Combien de temps est-ce que B reste? On voit que B est ici, 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 et se termine ici. Donc on a B est là pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de temps. D'où le 8 qui est ici. On répète la même chose. Je vais juste effacer ici parce que ça va devenir mélangeant. C arrive à 4. Donc ici, on a C qui dit, bon, ok, je suis là, je suis prêt. B se termine à 12, donc C se termine à 12, donc C est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités de temps. D'où le 9 qui est ici. Oh, pardon. Je vais juste effacer. Maintenant, D. D arrive au temps 6. Puis se termine à 14. Donc D reste là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
unité de temps aussi. Et finalement, E arrive au temps 7, ici. Il reste là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités de temps. On fait la moyenne et ça donne 7,6. Donc, c'est ça pour FIFO. Remarque, temps moyen d'attente est élevé si de longs processus sont exécutés en premier, étant donné que c'est premier arrivé, premier servi. Maintenant, on va voir la priorité. Puis ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire quelques calculs. En fait, on peut pas juste dire, bon, le premier arrivé, le premier servi. Je montrerai pas les calculs de temps moyen de séjour et le temps moyen d'attente puisqu'on vient de les faire. Juste ici. Donc, à priorité, ce qui est super important, c'est la formule que j'ai notée en haut. Priorité, c'est le temps d'attente plus le temps d'exécution sur le temps d'exécution. Donc, on va les calculer. Donc, on regarde le tableau ici, c'est super important. Puis on doit, en fait, notre démarche dans un problème comme ça, on doit vraiment faire ça sous la forme de réflexion un peu, qui sont les points que je vais noter ici. Donc, on regarde le tableau. On se dit, bon, A arrive à 0, puis il se termine, en fait, 3 unités de temps plus tard. Et là, c'est super important de lire le premier point. On remarque qu'à la fin de A, seulement B est arrivé. Donc, on est d'accord. Il y a seulement B ici qui est arrivé au temps 1. Les autres processus arrivent au temps 4, 6, 7. Donc, ils n'ont pas eu le temps d'arriver encore. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Il y a juste B, fait qu'on va l'exécuter tout de suite. Donc, on a donc l'exécution suivante pour le moment. Après ça, on regarde ce qui se passe. Puis c'est super important de faire ce que j'ai fait ici, de noter un peu les dates d'arrivée de tous les processus, de toutes les tâches, pardon. Puis là, ça devient super important parce que si on regarde le deuxième point, on a une situation différente. À la fin de B, donc ici, C, D et E sont arrivés. Donc, on a vraiment beaucoup de tâches qui sont arrivées. On n'a pas juste une seule comme dans l'étape précédente. On doit donc comparer les priorités et choisir le processus, dans ce cas, qui a la priorité la plus élevée. Donc, pour la priorité de C, on se rappelle l'équation, c'est temps d'attente plus le temps d'exécution sur le temps d'exécution. Donc, c'est quoi le temps d'attente de C? Ce qu'on voit ici, c'est que C, j'ai effacé les flèches, on est rendu, je vais mettre dans une autre couleur, je vais mettre en brun le point où est-ce qu'on est rendu. Donc ici, la question qu'on se pose, c'est quel processus va pouvoir s'exécuter à l'espace qu'on a colorié en brun? Donc C est ici. Combien de temps d'attente? On a 1. En fait, je vais écrire en haut, ça va être plus clair. On a 1, 2, 3, 4, 5. Le temps d'exécution de C, on nous le donne ici, c'est 4. Donc 5 plus 4 divisé par 4, ça nous donne une priorité de 2,25. On va répéter la même chose pour les deux autres processus. Donc pour D, oh, pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Donc D attend pendant 1, 2, 3. Temps d'exécution de 2, comme il est mentionné ici, divisé par 2, on a 2,5. Pour E, on a 1, 2, plus un temps d'exécution, divisé par 1 donne 3. Donc, le processus E, c'est celui qui a la priorité la plus élevée, donc on exécute E. Là, c'est super important de faire le point. On voit ici, l'exécution jusqu'à présent, c'est AAA, BBB, BBB, E. Puis on a C et D, on laisse leur date d'arrivée. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on a un deuxième espace brun, si on veut. On se dit, bon, OK, qui va avoir la chance de s'exécuter ici? Fait qu'il faut recalculer les priorités comme on a fait. Donc, priorité de C. Le temps d'attente, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 4, le temps d'exécution qui est comme avant, sur 4, qui donne 2,5. Pour D, oh pardon, j'ai effacé pas mal de stock. Écoutons. Donc, pour D, 1, 2, 3, 4.
plus le temps d'exécution 2 sur 2 donne 3. On exécute alors D, puis à la fin, il nous reste juste C, donc on l'exécute. Notre résultat, c'est donc ça. Donc, on a A en premier, B, E, D, C. Puis on voit ici que c'est vraiment un processus après l'autre. Il n'y a pas, on va voir dans la prochaine capsule de l'ordonnancement préemptif, il se pourrait qu'on ait quelque chose comme A, B, A, E, D. Là, j'exagère un peu, mais on va avoir des processus s'interrompre, ouais, un peu s'interrompre, si on veut. Fait qui vont prendre la place du processeur à la place de d'un autre processus, d'une autre tâche. Donc, c'est tout pour ce qu'il y a dans le cours pour les ordonnancements non préemptifs. J'espère que que cette vidéo-là a été utile. Puis, merci beaucoup.